Cosa Vostra. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Si tu devais retenir une chose que tu conseilles et une chose que tu ne conseilles pas, justement, pour le lancement de ta campagne et la réussite de ta campagne qui était la plus financée de l'histoire pendant un certain temps. Ce que je ne conseille pas, c'est de se dire que... ce que je ne conseille pas, c'est de ne pas se rendre compte que le lancement, on peut le reporter à 3 mois plus tard. On se dit toujours, il faut que je lance, sinon quelqu'un va me voler mon idée. Alors ça, c'est le truc des jeunes entrepreneurs, ils se disent, je vais me faire voler mon idée, il faut que je lance maintenant. La vérité, c'est qu'un lancement, on n'en a qu'un. Et que si on le fait mal, on n'en aura pas un deuxième. Donc on a un vrai problème quand on prépare pas bien sa campagne. Quand on n'a pas de bons leads, quand on se dit qu'on va juste mettre un projet sur Ulule et que ça va fonctionner avec 2000, 3000 emails qu'on a récupérés derrière les fagots, ça fonctionne pas comme ça. Et donc je l'ai conseillé à pas mal d'entrepreneurs, notamment une boîte qui s'appelle Elixir, de cofondateurs très très sympas. Ils ont pris la décision après m'avoir parlé de décaler leur campagne. De décaler leur campagne, ouais. C'était hyper important pour eux parce qu'ils l'avaient même préparé. Et ils ont fait de super résultats comme ça. Centre Elixir? Non, Elixir, L-I-X-R. Elixir. C'est des cocktails compacts sous forme de boule. Donc tu le mets dans de l'eau et ça te fait un super cocktail, quoi, avec ou sans alcool. Et ils ont un super produit et ils ont fait un très beau lancement aussi sur Ulule. J'adore ce qu'ils font. Bisous à eux. Et en fait, en entrepreneuriat, j'ai souvent tendance à dire que si tu penses que tu as fini dans une semaine, dis-toi que tu as fini en 3 parce qu'il y a toujours plein de problèmes. Et surtout sur Ulule, le plus gros problème qu'on a eu, c'est les livraisons. Et en décalant ton projet, tu décales donc aussi tes délais de livraison, donc tu gagnes plus de temps. Et parce que sur Ulule, je sais plus quelle était la stat, mais la majorité des projets sur Ulule ne sont pas livrés à temps. Nous, on devait livrer en 2 mois, on a livré en 6. Donc on a fait x3. Donc ce qui nous a un petit peu sauvé, c'est la communication et le fait que les gens nous adorent. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est bien prévoir ces délais de livraison et ne pas hésiter à reporter sa campagne pour maximiser l'opportunité de lancement. Derrière ça, les choses qu'on a bien fait, c'est fédérer une communauté sur Instagram, sur Facebook et par email. On achète, comme je te le disais, pas sur Ulule comme on achète sur Amazon ou sur n'importe quel site internet. Quand on achète sur Ulule, on participe à un projet. Donc on parle communauté. Les gens qu'on a fédérés à l'époque se battent toujours aujourd'hui pour nous sur Boku, corps et âme dans les publicités, quand on nous critique. Ils nous adorent. C'est la Boku famille comme on l'appelle. Ce sont les précurseurs du postérieur de la première heure, les chevaliers du fessier comme on aime à les appeler. Ce sont les meilleurs. Et ces gens-là, ils se battront pour ta boîte et pour toi, mais toute ta vie. Et le taux de conversion était extrêmement élevé pour ces personnes-là, puisqu'ils se sont en fait responsabilisés autour de la boîte. On les a fédérés avec des emails qui les éduquaient. On leur a envoyé 6 à 7 emails avant le lancement et on leur a fait prendre part au projet, à qui j'étais moi en tant que aussi entrepreneur. C'est hyper important de ne pas vendre qu'un produit. Tu vends un idéal, une boîte, un bien-être bien évidemment, mais tu vends aussi un projet, une aventure. Et me vendre moi, ça va donc donner l'idée de mettre en avant mon personal branding. C'est pour ça qu'on me voit beaucoup dans les vidéos de Boku. C'est encore resté aujourd'hui. Ça, c'est un choix. C'est un vrai choix. C'est un choix et c'est un choix qui est assez marquant, qui est assez clivant aussi d'ailleurs. Ouais. Tu t'es posé la question, ça a été une évidence, c'est toi qui l'inspire? Ça a été une évidence quand je me suis rendu compte que les gens adoraient en savoir plus sur le porteur de projet sur Ulule. Et je me suis inspiré aussi de Justine Hutto de Respire, qui elle a poussé le personal branding à son extrême, mais de manière... Pas le personal branding, l'incarnation. Alors là, enfin, les deux, pardon. Ouais, c'est double, quoi. Et en fait, aujourd'hui, moi, je m'intéresse toujours à qui a monté la boîte avant d'acheter un produit. Et je pense que de plus en plus de personnes sont comme moi. Et quand tu mets de la vie à un humain derrière un produit, et quand tu mets un visage sur un livre ou un produit, je pense que ça vend beaucoup mieux. T'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec une vérité comme ça. Ok. Je suis pas d'accord avec une vérité comme ça et je pense que tu as des belles réussites qui sont pas incarnées, c'est pas un problème. Une bottle de personne sait qui c'est une incroyable réussite et je suis d'accord aussi que incarné comme le fait Justine, comme le fait Chanty sur Chanty Biscuit, ça t'apporte quelque chose de différenciant qui peut aussi être un peu
potentiellement bloquant. Tu veux dire que si on n'aime pas la personnalité de si on n'aime pas la personnalité, si Justine veut vendre sa boîte demain et on a marre d'être associé à Respire, ah oui, ça c'est autre chose. Tu vois à quel point ça fait perdre du goodwill, donc de la valeur non tangible, on va dire, à la marque. C'est un sujet. Pardon, je sais pas si elle veut vendre. Hein, je prends justement cette. D'ailleurs, j'ai pas reçu Justine, j'ai reçu son associé Thomas. Super épisode. Mais en tout cas, la question se pose. Mais donc toi, t'as fait le choix d'incarner Boku, de mettre ta gueule en avant pour en parler. Mais je retiens pas ça. Je retiens quoi? Savoir décaler sa campagne. Ulule, si on n'est pas prêt, si voilà, ne pas promise, ne pas promettre des choses impossibles. Ça prendra de toute façon plus de temps. Soyez-en conscients. Et en termes de communication et de message, tu dis pas produit, mais plutôt haut de funnel, branding et communauté surtout, puisque c'est ça que viennent acheter les gens sur les campagnes de crowdfunding. Il faut vendre un projet, tu veux une aventure, il faut fédérer une communauté. Ils font partie d'un groupe exclusif. Ils ont des promotions et des emails toujours aujourd'hui que personne n'a parce que c'était les premiers. Et il faut donner un vrai edge, un vrai avantage à toutes ces personnes qui te font confiance alors que ta boîte n'existe pas, alors qu'ils ne reverront peut-être jamais leur argent. Tu vois, c'est un vrai risque en fait. Donc ceux qui achètent, ils sont prêts à perdre 100 balles dans le vent comme ça. Donc faut que tu mets-toi un peu dans le mindset de quelqu'un qui se dit ok, un mec lance un projet, il a une vidéo, il a 22 ans à l'époque, il lance un projet sur l'internet, sur Ulule, il a rien fait avant, on va lui faire confiance. Quand quelqu'un se dit je lui fais confiance, il est avec toi pour la santé de tes jours. Je serais curieux de recevoir sur le panier quelqu'un qui n'est pas allé au bout de sa campagne et a remboursé tout le monde et qui me raconte les galères de sa création produit. Je pense que ça existe, il y en a. Donc si quelqu'un ose venir me raconter ça, je suis tout à fait ouvert